Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 9 janvier. À la une, ce soir, les activités de la première dame. Dominique Ouattara a rencontré les femmes. Information essentielle, l'inauguration de l'hôpital mère-enfant de Bingerville prévue dans le mois de mars prochain. Au niveau de la Cour des comptes, les membres installés cet après-midi. Hier, c'est le président de cette juridiction, Kanvali Diomandé, qui a prêté serment devant le président de la République au palais présidentiel. Et un mot de tourisme dans ce 20h avec le lancement de la 8e édition du CITA 2018. Événement prévu du 27 avril au 1er mai prochain. C'est un salon pour vendre la destination Côte d'Ivoire. Et enfin, au niveau de l'actualité sportive, le ministre des Sports appelle à l'union au sein des fédérations. Bienvenue à tous. L'hôpital mère-enfant de Bingerville sera inauguré en mars prochain. C'est la bonne nouvelle donnée par la première dame Dominique Ouattara aux femmes leaders, ministres et épouses des ambassadeurs venus lui présenter les vœux de Nouvel An ce mardi. Nous vous proposons un extrait des propos de la première dame Dominique Ouattara maintenant. Concernant 2018, je suis heureuse de vous annoncer que l'hôpital mère-enfant de Bingerville sera inauguré au mois de mars prochain à la faveur des 20 ans de la Fondation Children of Africa. Ce nouvel établissement de santé, entièrement équipé d'un matériel de dernière génération, permettra une meilleure prise en charge de nos populations, particulièrement les femmes et les enfants. Et à cet effet, mes chères sœurs, je voudrais vous dire que l'hôpital aura un service de bénévolat qui pourra accueillir les personnes de bonne volonté qui souhaitent donner un peu de leur temps aux enfants qui seront accueillis dans l'établissement. En avril prochain, nous aurons le plaisir d'inaugurer également le centre d'accueil de Soubré pour les enfants victimes de la traite et du travail des enfants. Il est actuellement en cours d'équipement et a été construit par la Fondation Children of Africa. Dès son ouverture, il permettra de recueillir les enfants victimes pour leur donner un foyer d'accueil. La première dame au micro de Jérôme Kofi Aboulin. Notre reporter reviendra largement sur cet élément dans nos prochaines éditions. Au niveau de la Cour des comptes, 24 heures après la prestation de serment de Kanvali Diomandé, président de cette institution, les membres de cette cour ont été installés cet après-midi. Événement historique pour cette institution supérieure de contrôle des finances publiques. On fait le point avec Lanciné Bakayoko. Ils sont 25 les nouveaux magistrats qui ont été installés à la Cour des comptes. Occasion pour le premier président de cette juridiction financière de faire quelques recommandations d'usage. Je vous exhorte, chacun dans l'intimité de sa conscience, et tous ensemble, soudés par les obligations que nous impose notre noble mission, à engager dès maintenant toutes les formations de la Cour dans une marche au galop sur les sentiers exaltants d'une contribution déterminante à la transparence, à la régularité, à la performance et à l'efficacité de la gestion des affaires publiques. Dans cette dynamique, les juges de la Cour des comptes devront recentrer leurs efforts en vue d'une utilisation efficiente des ressources dans l'ultime objectif de veiller au bon emploi des deniers publics. Nous devrons jouer pleinement notre partition dans le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire par l'effectivité de la reddition des comptes et du contrôle. À l'heure du bilan, la juridiction sera très attendue sur la qualité de ses attestations et avis, notamment dans l'exécution des différents projets en faveur des populations. Le traitement des comptes des collectivités publiques et des affaires déférées devant la Cour dans les délais impartis par la loi devra retenir en particulier notre attention. La mise en place de la Cour des comptes résulte d'une directive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine adoptée en 2009.
Voilà, aujourd'hui, installation des membres de la Cour. Hier, prestation de serment de Kanvali Diomandé, président de la Cour des comptes. Qui est l'homme et quel est son parcours, son portrait avec Abou Sanogo. Le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, Kanvali Diomandé, a été officiellement installé dans ses fonctions au cours d'une cérémonie de prestation de serment en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Diomandé Kanvali a été recruté en 1982 en qualité d'assistant à la faculté des sciences économiques de l'université d'Abidjan. En 1984, il est recruté en qualité d'enseignant-chercheur au CIRES. En 1985, il est affecté au projet Banque mondiale, piloté par le CIRES et intitulé Les incitations et coûts réels en devises dans l'industrie agroalimentaire ivoirienne. De 1987 à 1992, Diomandé Kanvali est délégué dans les fonctions de maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université nationale de Côte d'Ivoire, nommé ensuite chef du programme d'animation scientifique du CIRES. Il a occupé d'autres fonctions de 1993 à 1997. 1990, Université de Rennes 1 en France. Thèse de doctorat de l'Université de Rennes 1, intitulée Politique et stratégie pour le développement industriel de la Côte d'Ivoire, un essai. Vice-président de la Cour suprême, président de la Chambre des comptes d'avril 2014 à février 2017, membre du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en tant que représentant de la Côte d'Ivoire, pour un mandat de 5 ans, allant du 1er juin 2010 au 30 mai 2015. Membre du conseil d'administration du groupe de la Banque islamique de développement pour le compte du groupe A3, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone, magistrat hors hiérarchie, conseiller à la Chambre des comptes de la Cour suprême de juillet 2012 à avril 2014. Diomandé Kanvali est officier du mérite de l'ordre de l'éducation nationale. Officier de l'ordre national, il est marié et père de 3 enfants. Au niveau politique, les réunions se tiennent depuis le début de l'année au plus haut niveau des instances du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Hier, pour la 2e fois, ce comité s'est réuni au siège du Rassemblement des Républicains. Le reportage de Gabriel Zani. Et ils sont tous là au grand complet. Le PDCI-RDA, le RDR, l'UDPCI, l'UPCI, le PIT et le MFA, représentés pour la plupart par les présidents de ces partis membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RADP, la coalition au pouvoir. Mais rien n'a filtré de leur conciliabule après 3 heures de discussion au siège du Rassemblement des Républicains à la rue Lépic. Nous allons avoir une réunion le jeudi prochain à 19h30 à la maison du PDCI-RDA. Et nous allons nous retrouver le 29 janvier pour avancer parce que des commissions sont mises en place pour aller de l'avant. Ce qui est à retenir, c'est que le travail avance normalement. Pas de confidence à la presse, si ce n'est le calendrier des prochaines rencontres des oufouettistes. Une chose est pourtant visible. Ce comité de haut niveau annoncé récemment par le présidium du RADP est au travail. Ses membres doivent réfléchir sur le projet de formation d'un parti unifié regroupant les partis membres de cette alliance. Le parti unifié sera donc constitué cette année. Tout porte à croire que la machine des oufouettistes veut se remettre en marche pour l'emporter au municipal. Et la 3e journée du groupe parlementaire PDCI-RDA s'est tenue à Grand-Bassam. C'était un séminaire de renforcement des capacités des députés membres du groupe parlementaire pour qu'ils soient efficaces dans leur mission. Abou Sanogo. Penser l'avenir du groupe parlementaire PDCI-RDA. C'est l'objectif de la 3e journée parlementaire du groupe parlementaire PDCI-RDA. Une journée qui bénéficie de l'appui de la Fondation Konrad Adenauer et qui vise à renforcer les capacités de tous les députés membres du groupe parlementaire PDCI-RDA afin de les amener à être plus efficaces dans leur mission de représentation du peuple et de jeter un regard rétrospectif sur l'année 2017. L'année 2017 nous aura surtout permis de renforcer le dialogue avec les dirigeants de la Fondation Konrad Adenauer pour la consolidation de notre coopération députée depuis plusieurs années. Ainsi, pour son programme de 2018, la Fondation Konrad Adenauer réalisera plusieurs sessions de renforcement des capacités des responsables du parti au travers du secrétariat exécutif, du groupe parlementaire, des structures spécialisées des femmes et des jeunes,
de la direction des élections et des délégués départementaux et communaux. Chers honorables, la réussite de votre mission permettra au PDCI-RDA de consolider son assise dans le paysage politique en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est exactement le vœu de la Fondation Konrad Adenauer. Celui de voir le PDCI-RDA continuer de rester le fer de lance du développement et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Les députés du groupe parlementaire PDCI-RDA se disent outillés au sortir de ce séminaire. Aujourd'hui, à travers ce renforcement de capacité, à l'appui de nos partenaires, nous partons aujourd'hui heureux et satisfaits. Nous avons pu comprendre le rôle que nous devons continuer à jouer dans le Parlement pour permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. En matière de politique, il y a des règles, il y a des normes. Si vous ne les respectez pas, quels que soient les moyens dont vous disposez, quelle que soit votre potentialité, vous ne ferez que demeurer à la traîne. Pour les aider à réussir leur mission, un débat autour d'un ouvrage collectif sur le développement économique de l'Afrique intitulé L'Afrique en marche. Un livre qui a pour but d'instruire les décideurs sur les voies et méthodes pour amener les pays africains au développement économique. En matière de santé, ici en Côte d'Ivoire, les autorités ont clairement défini leurs objectifs en matière de lutte contre le sida. Aujourd'hui, le taux de prévalence est de 2,7, mais le pays veut passer à 1% en 2020. Alors, des stratégies sont mises en place, mais il fallait informer le corps préfectoral, les directeurs régionaux et départementaux de santé. Ami Sissoko pour plus de détails. Adapter les besoins des différents services liés au VIH-Sida, passer de la prévalence de 2,7% à 1% en 2020. Des raisons qui expliquent la mise en place du projet d'évaluation de l'impact des programmes de lutte contre le VIH-Sida, dénommé SIFIA, projet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une fois que nous on aura terminé l'enquête et qu'on aura les résultats, ces résultats-là seront reversés au gouvernement de la Côte d'Ivoire. On va pouvoir réorienter le financement ou augmenter les financements si besoin et on va pouvoir mieux cibler les populations qui ont réellement un besoin dans le cadre de la lutte contre le VIH. Aidez-nous à convaincre nos communautés à accueillir les enquêteurs. Nous avons en effet besoin de leur adhésion, quand sans eux, les résultats ne pourront être atteints. C'est ensemble que nous devons bouter le VIH loin de nos frontières. Le SIFIA est une enquête nationale menée auprès de plus de 27 000 personnes âgées de 0 à 64 ans à travers 11 600 ménages. Cette enquête inclut également des analyses biologiques. Pour des résultats efficients, le corps préfectoral, les directeurs régionaux et départementaux de santé sont sollicités. On va inviter les médecins aussi des centres de santé urbains, les sages-femmes et les infirmiers responsables des services sanitaires et aussi les responsables des communautés pour leur expliquer aussi ce que vous nous expliquez ici. C'est quoi l'enquête SIFIA, quel est son objectif et qu'est-ce qu'elle va apporter. Il s'agit d'un domaine très sensible. Le sida connaît le statut sérologique de chacun. Les gens ne sont pas toujours prêts à accepter cela. Donc il faut faire une sensibilisation qui demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps. C'est les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers. Le projet SIFIA bénéficie de l'appui technique de l'Institut national de la statistique et du soutien financier du gouvernement des États-Unis. Ce projet d'évaluation de l'impact du VIH-Sida se déroule dans 14 pays en Afrique. En images, après le succès de la phase expérimentale de la CEMU lancée dans le dernier trimestre de l'année 2017 avec les étudiants, l'opération d'enrôlement s'étend maintenant à toutes les populations. L'enrôlement biométrique est important parce qu'elle va éviter la fraude. Les douanes ivoiriennes se disent disposées à accompagner le projet. Un mot de tourisme avec le CITA. C'est un salon qui montre bien la vision du gouvernement à faire de la Côte d'Ivoire l'une des meilleures destinations. Ce sont les mots du ministre du Tourisme, Siandou Fofana, hier au lancement de la 8e édition du CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan, prévu cette année du 27 avril au 1er mai prochain. Le témoignage de Patricia Omouitia. Beau cadre, prestations folkloriques, invités et personnalités de marque, allocution chaleureuse. Bref,
Tout était en place pour passer un bon moment au cours du lancement du Salon international du tourisme d'Abidjan, édition 2018. Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme et commissaire général du CITA, a expliqué qu'à travers ce salon, la Côte d'Ivoire aspire à devenir la destination la plus fréquentée de la sous-région. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de salons en Afrique. Et nous sommes en dehors de l'Afrique du Sud, nous sommes les seuls salons aujourd'hui avec un véritable potentiel. Nous voulons faire profiter de ce potentiel-là tous les autres pays qui viennent ici nous dire ce qu'ils ont à vendre chez eux. Donc c'est pour ça que nous disons, nous rassemblons l'Afrique en un instant pour 5 jours ici en Côte d'Ivoire. Ce salon qui se déroulera du 27 avril au 1er mai vient démontrer la vision du gouvernement à faire de la Côte d'Ivoire une destination des plus prisées. Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que la Côte d'Ivoire, de par l'ensemble de ses réalisations et de par la référence que procure ce salon, nous devenons une destination touristique des plus en vue. Chaque année, nous regroupons dans une région donnée entre 1000 et 1200 élèves et personnels d'encadrement pour connaître les régions. Cela encourage la cohésion. Et comme on parle essentiellement de tourisme vert, comme vous le savez, c'est ce qui marche le plus fort dans le monde. Donc quand on parle des CITA, c'est une opportunité pour nous qui gérons les parcs nationaux de venir présenter ces destinations qui sont originales pour nous. Cette année, l'objectif fixé est d'atteindre 60 000 visiteurs et un peu plus de 450 exposants contre 47 600 visiteurs pour l'édition précédente. L'espace d'accueil du CITA 2018 sera bâti sur une superficie de 10 000 m² contre 8 000 m² l'année dernière. Il est aussi prévu un forum sur l'emploi jeune et plusieurs concours sur la gastronomie, la photographie et les plus beaux stands. Le secteur hôtelier en Côte d'Ivoire est en constante évolution en raison d'investissements importants réalisés ces dernières années. Cet élan devrait être accru avec le Programme national de développement PND 2016-2020, estimé à 30 milliards de francs CFA et dont 65,5% de part est réservé au secteur privé. Tourisme et gastronomie, justement. À Béomi, tout le monde parle du poisson braisé d'eau douce, une spécialité culinaire vieille de plus de 30 ans. Le poisson d'eau douce est beaucoup prisé, surtout quand il est braisé. Petite dégustation avec nos reporters Alain Essoir et Léon Bro. Il est 9h au marché de Béoumi, le long des ruelles, des poissons frais en cuisson sur des fourneaux de circonstance. Bienvenue au royaume du poisson braisé. Ici, pas besoin de grands moyens. Cadres, petits travailleurs, élèves, voyageurs, tous peuvent savourer le poisson braisé d'eau douce. C'est la journée, en fait, les femmes braisent le poisson à Béoumi. C'est bien fait. En tout cas, je tire mon chapeau aux dames. La particularité du poisson de la journée à Béoumi, c'est la différence des prix là qui fait. Ça part de 1000 francs à plus. Comment le poisson la braise, on se sent à l'aise. Principaux acteurs du commerce du poisson braisé, les femmes pour assurer leur autonomie. Mais comment cette activité généralement pratiquée la nuit a-t-elle pu s'imposer de jour à Béoumi? Rencontre avec Mossandje, aujourd'hui à la retraite, c'est la première braiseuse de poisson d'eau douce. Avant, quand j'étais à Yamsokro, je faisais hôtel. Il y a un monsieur, quand il va faire ses campagnes de députation, il allait nous chercher de venir lui aider. On allait au marché, j'ai vu des poissons, il y a tas de poissons. J'ai dit à ma grande soeur, les femmes ne font pas poisson la braise, je m'avais fait. Encore dans l'informel, mais sous l'impulsion de Mossandje, le poisson braisé de Béoumi a pu enrôler bien d'adeptes. Aya en fait partie. Depuis 1992, c'est presque ici dans ce marché qu'elle se réveille. Un exercice certes difficile, mais rentable. Depuis 1992, j'ai fait mon poisson toujours. Mon poisson aussi m'a donné beaucoup de bénéfices. Grâce à ce poisson, j'ai gagné mon petite maison. C'est dans ça que j'ai mis mon enfant à l'école. Au moins un quart de siècle que dure le commerce du poisson braisé d'eau douce de Béoumi. Et les clients de Mossandje, Aya et les autres se comptent par milliers. Que de services rendus. La tante Mossandje, en tout cas, elle a été la pionnière ici. On la connaît tous. On était tous des jeunes. Autant de nos années collège, les années 84. Les élèves qui viennent fréquenter à collège modèle de Béoumi, chez moi, ils viennent manger. Avant-hier, il y a un monsieur qui est venu me chercher. Juste, il nous a trouvé au champ là-bas.
Il allait me remercier. Le poisson braisé de jour, une réputation pour Béoumi. D'autres villes pourraient expérimenter cette activité. Ce serait une aubaine pour promouvoir les richesses culinaires, encore qu'il s'agit de garantir l'autonomie financière des acteurs. Bel exemple à suivre. Les enclos domestiques où on élève les ovins, on en voit un peu partout. Pour la plupart, ces élevages de type domestique sont tenus par des nationaux qui ont acquis le savoir-faire en matière d'élevage d'ovins. Une activité pratiquée dans l'informel, mais qui réussit bien aux acteurs, mais ils ont besoin d'encadrement. Que prévoit donc l'État à ce niveau? La réponse avec Mahama Traoré. L'histoire de Mohamed Fadiga est celle d'un revendeur de véhicules converti en éleveur passionné. Chaque année, après la fête de Tabaski, il achète des bêtes de petite taille restées invendues, les élève pour ensuite les revendre à la même période l'année suivante. 1 an de labeur, mais la stratégie s'avère payante. Mohamed arrive toujours à écouler la totalité de son troupeau avec un atout, la taille des béliers. Et cela dure 10 ans pour cet éleveur installé dans la commune d'Atekoubé. Je me suis renseigné, je vais chez les vétérinaires, ils me montrent comment il faut injecter un mouton, tout ça là-bas. Et là où je dis Dieu merci, tous mes moutons, c'est moi-même, je m'occupe d'eux, je fais tout. Entreprendre sans formation préalable. La formule ne sourit pas à tous les passionnés d'élevage d'ovins. C'est le cas d'Ahmed Traoré. N'ayant pas les moyens d'assurer un suivi vétérinaire à ses bêtes, ce commerçant de profession a failli abandonner dès ses débuts. J'ai perdu à peu près un trou de 39 têtes de moutons. Hein. Bon, là, finalement, je vais prendre un coup. J'ai même dit que non, bon, j'ai jeté l'éponge, que je n'allais plus continuer. Voilà. Mais finalement, j'ai vu, je suis allé 2 jours, 3 jours. J'ai déjà au moins l'affection que j'ai pour ceux-là, l'amour que je ressens pour eux, je ne peux pas. Installé en plein cœur d'Abobo PK18, le petit enclos d'Ahmed jouxte son lieu d'habitation. Le propriétaire des lieux a bien voulu lui faire cette concession, histoire d'occuper la parcelle. En plus d'acheter, entretenir et revendre, Ahmed mise également sur la reproduction des ovins pour agrandir son troupeau. Au nom de sa passion pour les bêtes, les bénéfices ne sont pas pour l'heure une priorité. À 2 mois de Tabaski, je n'achète plus de moutons. J'ai fait un point, j'ai investi à peu près 1 million. Si je gagne 300 000 à 400 000 ou 500 000, les dépenses, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, je suis avec mes amis. Voilà, quand tu as l'amour de quelque chose, il ne faut pas tenir compte de tes dépenses. Après 2 années d'activité, Ahmed vient d'étoffer son parc de 5 veaux. C'est dire que l'activité est rentable. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans ce type d'élevage domestique en zone urbaine. L'engouement et le potentiel qu'il regorge n'échappent pas au ministère des Ressources animales et halieutiques. Pour 2018, il est annoncé la mise en œuvre du projet de relance de l'élevage des petits ruminants. La particularité de ce projet, c'est d'installer ou bien de renforcer en termes d'animaux et de suivi technique ceux qui possèdent déjà un élevage ovin. Celui qui a peut-être 20, 30 ovins, chez lui à la maison ou dans un parc, il sera aussi concerné par ce projet. En 2016, la consommation nationale de viande ovine s'élevait à 23 000 tonnes. 61% de ce chiffre, soit environ 15 000 tonnes, est assuré par la production nationale. Le gouvernement espère pour sa part réduire le gap avec le projet de relance de l'élevage des petits ruminants, réduire le gap, mais aussi la dépendance vis-à-vis de l'importation. Un mot de médias avec l'Union des professionnels des médias qui a un nouveau président. Il s'agit de Ben Kader Kourouma, journaliste indépendant désigné à l'unanimité. Le point du 3e congrès avec Amadou Ouattara Walter. Le renouvellement des instances de l'Union des professionnels des médias et de la communication de Côte d'Ivoire, UPMCI, au centre de son 3e congrès ordinaire. Congrès tenu le samedi dernier à la Maison de la Presse d'Abidjan, au Plateau. À l'issue, Ben Kader Kourouma, journaliste indépendant et responsable d'une structure de communication, a été plébiscité. Il préside désormais les destinées de l'UPMCI pour une durée de 3 ans. Ben Kader succède ainsi à Rachingue Sankwasi.
Mes priorités, c'est la formation, c'est les séminaires, c'est le professionnalisme vrai. Il faut rassembler tout le monde, c'est-à-dire que les infographes, les imprimeurs, les chargés de communication des institutions, les journalistes, les techniciens des radios et autres, nos amis de la presse en ligne, dans le même moule pour aller l'avant. Créée en février 2008, l'Union des professionnels des médias et de la communication de Côte d'Ivoire est située pour l'instant à la Maison de la presse d'Abidjan. Cette union revendique plus de 4000 membres pour environ 50 corps de métier répertoriés du secteur de la presse écrite et des médias audiovisuels. Hors de nos frontières, en Égypte, l'état d'urgence a été instauré initialement en avril après des attentats meurtriers contre des églises coptes, attentats revendiqués par le groupe État islamique. Ce dispositif proposé par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à la suite de plusieurs attentats meurtriers contre la communauté copte et validé par le Parlement a déjà été reconduit plusieurs fois. L'administration américaine a annoncé hier qu'elle ne va pas renouveler le programme mis en œuvre en 2001 qui a permis à 200 000 Salvadoriens de résider et travailler sur le sol américain. Mais elle donne jusqu'en septembre 2019 aux concernés pour quitter le pays. Donald Trump poursuit ainsi sa politique de limitation de séjour des étrangers aux États-Unis. Et dans l'actualité sportive ici, la rencontre entre le ministre des Sports et les fédérations sportives, les associations et groupements sportifs. Le ministre François Amicha a saisi l'occasion pour appeler à l'apaisement au sein des instances sportives, nous dit Salif Ouattara. Belle organisation des 8e Jeux de la francophonie avec au passage la réhabilitation de plusieurs infrastructures sportives et les médailles glanées, le succès de plusieurs athlètes à des joutes internationales, fait de l'année 2017 une année prolifique pour le ministère, hormis l'échec des éléphants footballeurs à la CAN, Gabon 2017 et l'élimination de la Coupe du Monde Russie 2018. Au vu de tous ces résultats sportifs, le ministre Amichia place cette année 2018 sous le sceau de l'application stricte de la nouvelle loi sur le sport adoptée en séance plénière à l'Assemblée nationale. Nous ne perdons pas de vue que la reconduction des résultats positifs de 2017 ne peut être possible que si nous maintenons la cohésion et la stabilité au sein de nos différentes fédérations sportives. Évitons les conflits auxquels nous assistons ces dernières semaines et ces derniers mois dans certaines fédérations. Si nous ne prenons garde, le dynamisme relatif des fédérations en crise risque de se muer en une fragilité qui pourra impacter négativement tout le travail abattu avec autant de sacrifices. Les crises telles qu'elles sont relayées dans les médias sous forme de conflits internes entre dirigeants, conflits entre fédérations sportives et comité national olympique ivoirien, de difficultés, voire de dérapages au plan financier et éthique, ou de tensions, voire de ruptures avec certains partenaires, n'honorent pas le sport ivoirien. Évitons, malgré tout, d'inviter le ministère dans la gouvernance des sports en le sollicitant chaque fois pour le règlement des conflits. Fier de la prestation des différentes fédérations sportives, le ministre Amichia a offert du matériel technique aux différentes instances fédérales. Pour 2018, le ministre François-Albert Amichia et son cabinet ont une priorité, accélérer les travaux de construction des infrastructures devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2021 prévue en terre ivoirienne. Pour terminer, juste après ce journal, la Retro 2017, la rédaction de RTI1 revient sur les faits qui ont marqué l'actualité en 2017. Déjà, nous vous proposons un extrait de cette émission. Abiba Damblé, et quelle retombée aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire? Tous ces grands événements ont convoyé à Abidjan de nombreux chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des milliers de participants. Les exemples sont éloquents. Le 5e sommet UAUE a enregistré la présence de 80 chefs d'État et de gouvernement et les 8e Jeux de la francophonie. Des retombées, il y en a eu, de nombreuses signatures d'accords, des retombées pour l'économie ivoirienne, les restaurateurs, les tenanciers de maquis. Nos spécialités ont été très appréciées. Pour le tourisme également, avec des visites sur les sites touristiques de notre pays, location de véhicules, location de bateaux-bus. Franck,
Kwadjo, qu'est-ce qui a été apporté comme solution lorsque vous avez suivi les négociations entre l'État de Côte d'Ivoire et les syndicats? Ils se sont entendus sur 5 points. Sur 5 points par rapport aux 6 points concernant la plateforme revendicative. Le seul point qui n'a pas été abordé, c'est celui concernant la réduction des impôts sur salaire. Donc le point d'achoppement, c'était la question du stock des arriérés de salaire. C'est à hauteur de 249 milliards depuis 2009 et il concerne plus de 117 000 fonctionnaires. Voilà, c'est une émission de 90 minutes et c'est à 20h50. Excellente soirée à tous. Merci.